Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être là. Mathias et moi, donc on représente l'équipe qui a participé à ce projet Embrun, qui rassemble en fait le laboratoire de recherche des monuments historiques du ministère de la Culture, qui est affilié aussi au CNRS via une unité d'appui de recherche qui s'appelle le Centre de recherche pour la conservation, et le LISA, donc le laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques, qui est affilié à l'UPEC. Alors en fait, le travail que l'on a mené part d'une problématique de terrain que l'on rencontre dans les monuments historiques, et plus particulièrement sur un matériau qui est employé pour les couvertures. Il s'agit du plomb. Et en fait, il s'avère que ce plomb est aussi un témoin significatif des modifications environnementales qui s'opèrent actuellement. Alors en fait, si vous regardez la littérature habituelle sur le plomb, ce qu'on nous dit toujours, c'est que le plomb, voilà, il a une couleur plutôt grise, anthracite, foncée quand il est neuf. Et puis avec le temps, avec l'interaction environnementale, il va prendre une patine plutôt grise qui a un certain charme selon les architectes. Sauf que, voilà, c'est ce que vous voyez ici, version neuve, version ancienne pour le Panthéon, ou encore cet épi de fêtage à gauche. Sauf que, en fait, depuis un certain nombre d'années, il se trouve que ce plomb commence à prendre une patine plutôt brunâtre, marron, rouge, parfois noir intense, et ce sur la plupart des monuments qui sont ornés ou couverts de plomb, comme ici au château d'Azel-Rideau sur les décors, les couvertures des cathédrales, comme celle de Notre-Dame de Paris, qui a disparu maintenant, des terrasses ou encore des décors sculptés. Et le truc, c'est que ce brunissement, quand on commence à le voir dans nos problématiques de terrain aussi, on le voit un peu partout et on l'emmène avec nous en vacances. Et on s'aperçoit que ce phénomène n'est pas forcément français, il va être aussi un peu dans tous les édifices européens en tout cas, et également au château de Champs-sur-Marne où nous logeons au LRMH. On le voit et on le voit évoluer. Donc ça devient un petit peu une obsession. Alors en fait, ce brin que l'on voit, on l'a déjà identifié au préalable. Il s'agit d'un oxyde de plomb, tout simplement, un dioxyde de plomb avec son joli petit nom, la platnérite. Donc ça, on l'a identifié lors des études qui ont été faites au LRMH au préalable, parce que je vous dis que ça fait quelques années qu'on a repéré ce phénomène, et on va le retrouver, voilà, sur les couvertures, mais aussi lorsque le plomb il est mélangé à d'autres matériaux, comme sur la colonne Vendôme, là, juste après sa restauration, vous voyez qu'il y a des zones beaucoup plus brunes qui sont liées à des teneurs beaucoup plus grandes dans le bronze en plomb, et puis même sur les vitraux. Alors vous allez me dire, ok, est-ce que c'est normal ce brunissement ou pas? En fait, ce que l'on sait, je vous disais tout à l'heure, la patine du plomb, elle se forme avec les composés atmosphériques qu'il y a autour, les polluants atmosphériques, donc principalement les carbonates de plomb qui vont donner, le dioxyde de carbone qui va donner les carbonates de plomb, qui sont plutôt blanc-gris, ainsi que le dioxyde de soufre qui va donner les sulfates de plomb. Et quand on regarde la place de la platnérite dans son diagramme de formation, et que l'on projette notamment l'oxydant principal que l'on a autour de nous, qui est le dioxygène, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes de prédominance, de concorde. Ça ne concorde pas vraiment les domaines de prédominance. Vous voyez bien que la platnérite qui est tout en haut, il faudrait se situer dans des pH vraiment très élevés pour qu'il y ait sa formation. Donc on se pose des questions vraiment thermodynamiques et chimique. En fait, dans le cas de ce diagramme que vous voyez ici, on est dans le cas d'un plomb qui est quasiment pur à des températures classiques. Donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec le matériau en lui-même, parce que les couvertures en plomb, elles ne sont pas tout à fait pures. Alors c'est la première question qu'on s'est posée, est-ce qu'il y a un lien avec le matériau? Donc il y a eu des études notamment sur la cathédrale de Beauvais, mais aussi les parties qui n'ont pas fondu de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à savoir la sacristie que vous voyez ici, et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une corrélation entre la présence de traces dans la couverture et le phénomène de brunissement. En particulier,
moins le plomb était pur, plus il était susceptible de brunir. Donc il doit y avoir un phénomène qui permet l'oxydation plus rapide, et en particulier la présence d'étain, qui est souvent due à des aspects de recyclage de ces matériaux, jouait un rôle vraiment spécifique dès 0,3%. Donc c'est très peu. Et donc ce résultat a impacté notamment les choix pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que finalement cette platnérite, même si elle a un aspect esthétique qui surprend, qui surprend assez fermement, en fait, en termes de conservation des tables de plomb, d'étanchéité, ça ne pose aucun problème, même au contraire, puisque la platnérite est un oxyde qui est plus dense et encore moins soluble à l'eau. Donc finalement, ça serait une patine encore plus protectrice pour le plomb. C'est juste un aspect esthétique. Donc je vous disais tout à l'heure, ça apparaît depuis quelques temps, depuis quelques années, on ne sait pas exactement, peut-être une vingtaine d'années. Vous voyez que c'est extrêmement rapide. Entre 2009 et 2019, Notre-Dame de Paris, sur la face sud, elle a quasiment complètement bruni, à l'exception de quelques tables. Et puis vous voyez le phénomène qui se produit aussi sur la sacristie. Donc en fait, finalement, la composition du plomb, ça ne suffit pas à expliquer ce qui se passe. Il y a forcément un phénomène que l'on suppose environnemental qui intervient. Et en plus, petite anecdote, c'est que Viollet-le-Duc, à une période de sa vie, lorsqu'il a restauré la cathédrale de Chartres, il a déjà parlé de cette patine brune. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui arrivait entre nos deux époques et puis qui repart? En regardant d'un peu plus près l'évolution des polluants, faisant une simple observation des polluants atmosphériques que nous avons actuellement, on voit que d'un côté, le dioxyde de soufre a énormément baissé. On est presque à zéro depuis là, on est à plus de 50 ans, 60 ans. Donc vous avez un polluant principal qui nous faisait notre patine bien blanche qui disparaît. Et puis en face, on voit qu'il y a l'ozone qui commence à augmenter. Or l'ozone, c'est un oxydant qui est très très fort. Et lorsqu'on le projette sur le diagramme que je vous ai présenté tout à l'heure, on voit que cette fois, on est dans des domaines de prédominance qui peuvent correspondre à la formation de la platnérite. Donc voilà nos pistes. Et donc, c'est à l'issue de ces constats que l'on a construit ce projet qui visait notamment à essayer de tester nos hypothèses sur les évolutions des polluants environnementaux en effectuant des vieillissements en chambre climatique sous atmosphère contrôlée pour essayer de voir ce qui pouvait se passer et séparer les différents facteurs que nous supposions. Alors le projet, voilà, il a duré 18 mois, comme tout le monde. Sur les moyens, on a bénéficié de 35 000 €, dont une grosse partie ont permis de recruter un ingénieur, ici présent, Mathias Clément, et puis quelques consommables et investissements qui ont surtout été liés aux chambres climatiques. Et puis ce travail a continué avec le recrutement, en même temps d'un stage de master par l'UPEC, et puis Mathias a été prolongé pendant 3 mois, et nous verrons tout à l'heure qu'il va être prolongé un peu plus longtemps. Je lui laisse la parole pour vous présenter les résultats de ces 18 mois. Voilà. Merci. Donc moi, je vais vous parler un petit peu plus en détail du protocole expérimental qu'on a établi dans le cadre de cette étude. Donc on s'est intéressé, comme l'a dit Aurélia, à des tables de plomb dont vous pouvez voir des coupons. Ce sont nos échantillons qui ont deux tailles différentes, donc des grands coupons de 4 cm de côté qui vont servir à être analysés sur l'entièreté de leur surface, et les plus petits coupons de 16 mm de côté qui, eux, sont destinés à être inclus dans la résine pour des études un petit peu plus poussées. Ces échantillons de plomb métallique ont une composition pure. C'est du plomb qui est pur à 99,9%, ce qui a été préconisé pour la restauration de Notre-Dame, et elles proviennent de l'entreprise Le Bras Frères, qui s'occupe de fournir le plomb pour la restauration de la cathédrale. Ce qu'on peut voir en dessous, ce sont des poudres de composés du plomb. Donc on va retrouver des oxydes simples, des oxydes doubles. Vous retrouvez ici la fameuse platnérite qui nous intéresse, de l'oxyde rouge, le minium, qui est bien connu, et des carbonates hydratés ou non hydratés, les sulfates. Ces composés en poudre vont nous servir à évaluer un petit peu la réactivité fine du plomb, des oxydes et des carbonates, des sulfates de plomb, puisque la poudre va avoir une surface réactive un peu plus importante et donc accélérer ces phénomènes de transformation chimique.
Tous ces échantillons ont été placés dans des chambres de vieillissement qui se situent au LISA. Le LISA a mis en place ces chambres, a construit ces chambres qui sont de deux types. Les chambres interaction matériaux-environnement, SIM. La première chambre qui est dédiée la plupart du temps au dépôt de particules sèches sur des échantillons. Nous, on a un peu détourné cet usage pour injecter des polluants gazeux. Donc vous pouvez voir sur l'image, on retrouve nos coupons métalliques et nos poudres disposés dans cette chambre, avec donc plusieurs lots qui serviront d'échantillons que nous sortirons des chambres à intervalles réguliers, à échéances régulières pour les analyses physico-chimiques. Donc la chambre SIM, les polluants que nous injecterons sont le dioxyde d'azote, l'ozone et le dioxyde de carbone, des polluants qu'on retrouve classiquement dans l'atmosphère. La deuxième chambre d'interaction matériaux-environnement, elle est plutôt dédiée à la reproduction de cycles d'humidification-séchage. Donc on va simuler une pluie artificielle via la petite buse noire qu'on peut voir sur l'image. Cette pluie artificielle va être associée à un dépôt d'aérosols salins pour simuler une atmosphère marine. Pour détailler un petit peu plus les conditions expérimentales qu'on a établies, testées dans cette étude, dans le cas de la première chambre, la SIM, dans laquelle on injecte nos polluants gazeux, ce qui va se passer, c'est qu'on a un protocole hebdomadaire. Le lundi, on monte l'humidité relative jusqu'à saturation dans la chambre, puis on injecte nos polluants successivement, le dioxyde d'azote et le dioxyde de carbone. On va laisser agir ces polluants jusqu'au vendredi, où on va sécher la chambre, évacuer les gaz présents, puis remplacé par de l'ozone qui, lui, agira sur le restant de la semaine jusqu'au lundi suivant. Ce système d'alternation de polluants, c'est pour simuler un petit peu ce qui se passe réellement dans l'environnement. On retrouve tous les polluants qui ne vont pas agir de la même manière à des moments, ils n'agissent pas tous au même moment sur les matériaux. Pardon. J'ai oublié de préciser que ce protocole, il a été modifié au cours de l'expérience, puisque le CO2 n'a été ajouté qu'après le premier mois de vieillissement. Ça nous a permis d'étudier un système qui est un peu plus simplifié. On allait essayer de comprendre un petit peu, limiter le cocktail, si on veut, de polluants pour mieux comprendre les phénomènes. Et ensuite, l'injection hebdomadaire était au départ quotidienne, et on s'est rendu compte qu'on avait des soucis d'obstruction de nos tuyaux d'injection, et qu'on consommait énormément de gaz, puisque à chaque fois qu'on injecte, il faut faire avant cela le vide dans la chambre, on évacue ce qu'il y a dans la chambre pour avoir quelque chose de propre et de sec. Si je me concentre sur SIM2 maintenant, il s'agit d'une manipulation quotidienne où on va donc simuler une pluie artificielle via la buse sur une période de 30 minutes. À ça se succède une diffusion d'aérosols marins. On va utiliser un atomiseur de solution saline surconcentrée en sel pour générer un brouillard salin. Donc on a vraiment généré des embruns dans cette étude. On va les laisser se sédimenter, se déposer naturellement à la surface de nos coupons, puis on va sécher la chambre via un flux d'air propre et sec jusqu'au lendemain, et on va répéter cette opération tous les jours. Les analyses qu'on a réalisées à échéance mensuelle pour ces échantillons, donc tous les mois, on sort définitivement un lot d'échantillons, comme vous pouvez voir, 3 réplicas de grande taille et 3 de petites, pour faire nos analyses de surface et nos analyses en coupe transverse. Les poudres sont retirées aux mêmes échéances mensuelles, mais sont ensuite réintégrées dans les chambres. Donc on a ce protocole-là. Les analyses sont de deux sortes. On va avoir des analyses de surface qui vont permettre d'observer et de caractériser un petit peu ce qui s'est formé lors des vieillissements à la surface de nos échantillons, et des analyses, des préparations d'échantillons en coupe transverse. On a inclus nos coupons métalliques dans de la résine. On a fait des coupes transverses pour observer un petit peu la stratigraphie que peut prendre ces produits de corrosion nouvellement formés. Si je détaille un petit peu les techniques analytiques, on va avoir pour l'évaluation des aspects de surface de la mesure de colorimétrie, qui va nous permettre de caractériser de manière objective les variations de couleur de nos échantillons pour les poudres et les plaques, de la microscopie optique pour des observations de morphologie, la microscopie électronique à balayage qui va nous permettre d'avoir une vision à une échelle un petit peu plus fine
de ces caractérisations et aussi un contraste chimique qui nous permet de différencier les éléments chimiques qui sont présents en surface. Ce microscope électronique à balayage, on peut le coupler à de l'EDS pour de l'analyse élémentaire, définir quels éléments chimiques sont présents sur nos coupons, et des analyses structurales pour nous permettre de comprendre, une fois qu'on a identifié ces éléments chimiques, la manière dont ils sont assemblés pour former des molécules et des nouvelles phases sur nos échantillons. Donc on a fait de la spectroscopie Raman et de la diffraction des rayons X. Je vais vous présenter quelques résultats. Parce qu'on a eu beaucoup d'échantillons, beaucoup de résultats. Ce qu'on peut voir tout d'abord en haut à gauche sur l'image, c'est que les coupons de plomb métallique ont perdu au bout de 4 mois leur aspect, leur reflet métallique. Ils se sont ternis et on peut voir de manière assez hétérogène des formations blanches à leur surface. Les poudres ont également changé de manière relativement différente. Certaines poudres n'ont pas bougé, je ne vous les ai pas présentées. Mais dans le cas, par exemple, de l'oxyde de plomb PbO et du PbO2, on a un blanchiment et un ternissement des surfaces. On perd l'aspect coloré. L'aluminium Pb3O4, lui, a bruni. Si on regarde un petit peu en détail, on voit que ces formations blanches, cette couche blanche s'est formée progressivement. Et on observe un peu plus en détail l'aspect de surface. Ce sont des sortes de cristaux qui se sont formés. Si on les identifie en faisant des coupes transverses, on observe, grâce aux cartographies élémentaires, la présence sur ces couches par-dessus le plomb, de carbone et d'oxygène. Donc on suppose que ces éléments se sont associés, et les expériences en analyse structurale par microspectroscopie Raman nous indiquent qu'il s'agit de carbonates de plomb qui sont formés en surface, dans le cas de CIM1. Pour CIM2, la chambre dans laquelle on a créé un brouillard salin, de la même manière, les coupons se sont ternis et ont vu croître à leur surface des cristaux blancs qu'on peut observer sur ces images en microscopie électronique à balayage comme étant des cristaux allongés d'une vingtaine de microns de longueur et des plaques qui recouvrent la surface. Les poudres, quant à elles, de la même manière, on peut observer au cours des échéances mensuelles qu'on a un ternissement de plus en plus prononcé et un blanchiment qui se propage. Si on regarde donc de la même manière les coupes transverses au MEB EDS ou en cartographiant les éléments chimiques, on peut retrouver notre plomb, notre carbone et notre oxygène. Dans le cadre on a même trouvé du chlore dans certains produits de corrosion liés à l'atmosphère marine. Si on regarde maintenant plus en détail dans la structure, dans les analyses structurelles, on retrouve deux types de produits de corrosion qui correspondent aux différentes morphologies qu'on a retrouvées, à savoir des carbonates de plomb, mais cette fois-ci identifiés comme étant de la cérusite et de l'hydrocérusite. Donc PbCO3 et PbCO3 hydraté. Donc pour un petit peu faire un bilan de ce qu'on a pu faire lors de ce projet, on a pu construire un protocole expérimental qui est adapté à nos éprouvettes métalliques et à notre étude environnementale en optimisant certains paramètres de vieillissement, notamment les injections de polluants gazeux. On a aussi construit un protocole analytique qui est multi-échelle et complémentaire, donc on a des analyses morphologiques, élémentaires et structurales de nos échantillons, en optimisant nos paramètres d'analyse pour avoir des temps d'analyse qui sont raisonnables et assez parlants tout de même. Ce que ça ouvre comme nouvelle perspective, c'est essayer d'autres types d'échantillons pour de nouveaux vieillissements, à savoir des échantillons de plomb qui cette fois ne sont plus purs mais sont alliés, ou présentent des traces, ou des échantillons déjà anciens, patinés naturellement. L'idée étant de comprendre de manière plus fine les mécanismes réactionnels qui peuvent se passer aux différentes échelles sur les échantillons. Parce que finalement, même si on a pu détecter dans certains cas la platnérite brune, on n'a pas eu un changement complètement de surface visible à l'œil nu de nos coupons. Je vais rendre la parole à Aurélia pour terminer un petit peu la présentation. Et donc à la suite, et même presque en même temps finalement, parce qu'à la suite de l'obtention de l'appel Embrun, en fait, on a monté une ANR jeune chercheur que l'on a appelée Embruni. On a juste rajouté une lettre.
qui donc, est toujours dans la continuité, parce que ce qu'on a abordé dans le cadre d'Embrun, finalement, c'était juste 6 mois avec Mathias, enfin 6 mois plus 3 mois qu'on a apporté, mais c'était beaucoup trop court pour envisager tous les aspects problématiques de ce sujet. Là, on s'est vraiment concentré sur les vieillissements artificiels. Donc, dans le cadre de l'ANR, on garde le partenariat, bien évidemment, avec le LISA, mais on partage cela aussi avec l'Université Paris 8 et puis l'IRAMAT à Orléans, et puis nos partenaires aussi du LRMH qui notamment sur le pôle vitrail détecte également ce brunissement. Donc en fait, cette ANR, elle va durer 43 mois, et donc elle bénéficiera d'un financement qui va notamment permettre de recruter un doctorant que vous avez juste à gauche, qui a commencé il y a 2 semaines. Et puis quelques achats, notamment de matériel pour l'équiper. Et donc, dans le cadre de cette ANR, donc, vous retrouvez la tâche des vieillissements climatiques, bien sûr, pour approfondir ce que l'on a appris et puis le mettre en pratique. Mais également, vous avez 3 autres aspects, notamment l'enquête dans les archives et sur le terrain. C'est-à-dire, je vous disais tout à l'heure, on ne sait pas depuis quand exactement ça a commencé à brunir. Donc, il y a une enquête qui va être faite sur les monuments, notamment par la collection de photos anciennes. Donc, à vos photos de vacances, s'il vous plaît. Nous voudrions des monuments avec des photos anciennes. Et puis, en parallèle, une collecte des données environnementales pour mettre en parallèle un peu plus précisément ce que l'on vous a montré tout à l'heure. Parce que voilà, c'était des bilans globaux, mais on voudrait aller un peu plus loin, notamment, comme vous disait Mathias, repérer les moments où ces polluants, comme l'ozone, qui intervient en phase vraiment pic, les identifier un peu plus précisément pour voir ces évolutions. Bien sûr, il y a la constitution du corpus de prélèvement de plomb de couverture qui a déjà commencé au LRMH, parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus, mais c'est vraiment mettre en corrélation toute cette collecte d'informations que l'on a eue lors de nos travaux sur les monuments, et puis voilà, continuer à approfondir cette caractérisation multi-échelle de notre matériau, à la fois en termes d'analyse de composition, aller plus loin sur cet aspect, voilà pourquoi la composition elle joue vraiment sur le mécanisme de la platnérite, et puis comprendre ce mécanisme, pourquoi ça se forme aujourd'hui et pas avant, pourquoi ça s'est peut-être formé aussi avant, qu'est-ce qu'il y a eu au milieu. Voilà toutes nos questions de cette ANR pour lesquelles on espérera trouver des réponses, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une problématique de terrain. On nous pose ces questions tous les jours. Oh, on a le plomb, il y a des taches brunes, qu'est-ce que c'est? On doit répondre à la question. Et aussi, peut-être, si on ne trouve pas forcément une solution, parce qu'il n'y a pas forcément une solution à apporter, c'est quelque chose qui est surtout esthétique, je vous ai dit, essayer d'apprendre, de faire de la pédagogie sur ce phénomène qui arrive. Ben voilà, ça fait partie de l'évolution de notre environnement, et quelque part, le matériau plomb en témoigne plutôt bien. Un grand merci à tous pour votre écoute, mais également au programme Amorçage qui nous a permis vraiment de donner un coup de pédale sur ce projet qui nous tenait à cœur depuis un petit moment. Alors, votre photo m'amène une petite blague avant la suggestion. Nous aussi, quand on vieillit, on a des taches brunes, donc finalement, le plomb est très humain. C'est ça, exactement. C'est vrai, c'est ce qu'on nous a dit, mais voyez, si l'environnement fait ça sur le plomb, que fait-il sur l'être humain? Oui. Aussi. Par rapport à ce que vous venez de dire, je suppose que vous utiliserez le vecteur de messagerie de l'université pour relayer votre demande, pas juste la question à quelques personnes qui sont dans la salle sur les photos. Non, bien entendu. En fait, l'idée aussi on réfléchit aux manières de collecter ces données. Donc, il y aura une recherche en archives, mais aussi il y aura certainement la possibilité de créer une enquête pour justement ouvrir au public et collecter ces données. Et effectivement, si on peut le faire via la plateforme de Gustave Eiffel également, ce sera super.
Oui, merci, merci beaucoup. C'est tout à fait instructif. Et alors on va ressortir les vieux Polaroids. Peut-être qu'il reste effectivement. Mais j'ai deux questions en fait, une de compréhension et de perspective. Alors, la première question porte sur le tout dernier point que vous avez mentionné sur la remédiation. Est-ce que les expérimentations qui ont eu lieu laissent penser qu'il y aurait une forme de réversibilité ou de réaction complémentaire avec des petites choses qu'on pourrait mettre dessus, par exemple, qui permettraient en gros de revenir à des teintes différentes, pas forcément à l'état initial, mais de changer un peu la donne. Ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, c'est quand vous montrez que le plomb, en gros, sur la couche supérieure, a des carbonates qui doivent, en tout cas en manip, en expérimentalement, ils viennent bien du CO2. Et donc du coup, vous avez en fait une sorte de piégeage du CO2, non ? Je me trompe ou pas ? C'est un point de détail, mais qui peut être intéressant ensuite pour d'autres questions en fait, qui n'ont rien à voir avec l'esthétique, mais plutôt avec la façon éventuellement d'avoir de nouveaux protocoles, de nouvelles idées pour le piégeage en fait, du CO2. Je réponds à la première. Alors pour la première question, sur la question de la réversibilité, alors il y a déjà des choses qui se font, notamment sur les peintures. En fait, sur les peintures, vous avez le minium de plomb qui est souvent utilisé en peinture. On l'a présenté tout à l'heure, il est rouge. Il se transforme aussi en platnérite. Donc, en fait, les tests qui sont réalisés éprouvent beaucoup de difficultés à revenir en arrière pour revenir à ce rouge. On peut le faire des fois par le laser. Il y a des travaux qui sont effectués par nos collègues à Marseille, là au CICRP, ça arrive à faire ça. En ce qui concerne ce qui se passe actuellement, on ne comprend pas encore exactement quels sont les précurseurs de cette platérite, parce qu'on pense qu'évidemment il y a un lien avec les carbonates, mais ce que je peux vous dire, même si là ce n'est pas un constat qui est issu des chambres climatiques, c'est un constat encore de terrain. En fait, quand il y a eu des restaurations sur des plombs, dès que les plombs qui avaient bruni ont été mis à l'abri, donc abrités, il y a eu une formation de cérusite, donc de carbonate de plomb, qui s'est faite par-dessus. Alors, est-ce que c'est la platnérite qui se reforme en carbonate, ou est-ce que ce sont le plomb qui est à l'intérieur qui remonte et qui se forme par-dessus? On ne sait pas encore. Donc il y a un phénomène qui se produit, qui pourrait se dire, ok, peut-être il y a une réversibilité, sans en être totalement sûr. Donc là, pour l'instant, il y a ça que l'on pose comme hypothèse. Ensuite, on disait tout à l'heure, les sulfates de plomb qui se sont formés, normalement c'est une patine qui est assez stable. On ne sait pas non plus si le précurseur c'est vraiment le carbonate. Est-ce que le carbonate se reforme par-dessus le sulfate et vous allez avoir après la platnérite qui se forme, ou est-ce que c'est le sulfate qui est vraiment le précurseur? On ne sait pas trop. Mais voilà, on se demandait si potentiellement, si la patine de sulfate, on n'a pas testé encore, mais si la patine de sulfate de plomb est réellement stable en la mettant dans des vieillissements artificiels, potentiellement, on pourrait se dire que si on fait une pré-patine comme ça se fait sur les cuivres, on pourrait peut-être ralentir ce phénomène ou du moins l'homogénéiser. Parce qu'il y a des architectes qui disent que ils ne veulent absolument pas cette couleur rouge. Il y en a d'autres, j'ai envie de vous dire, c'est pas qu'ils s'en fichent, mais ils voudraient quelque chose d'homogène sur le bâtiment. Donc voilà, il y aura ces choses-là. Après, intervenir sur un bâtiment de ces ampleurs avec ces couvertures immenses, vous devez appliquer une protection comme on le fait sur du fer, sur la Tour Eiffel, oui, on le fait, mais je ne suis pas sûre que ça sera un entretien qui sera accepté de réappliquer à chaque fois quelque chose pour pousser. Donc c'est pour ça que nous on est plutôt dans une démarche, comme je disais tout à l'heure, plus pédagogique. De toute façon, le brunissement n'impactera pas les propriétés de la couverture. Donc, et pour le piégeage donc des CO2, pour le piégeage du CO2, effectivement, c'est une perspective très intéressante, parce qu'effectivement, dans nos chambres climatiques, on contrôle tous les paramètres. Donc on sait à quelle température, on sait combien de CO2 on envoie. C'est vrai que notamment en faisant vieillir des poudres, on peut se demander comment estimer le CO2 qui a été consommé réellement. Donc c'est vrai qu'on peut mesurer le CO2 qu'on injecte dans la chambre. Et d'ailleurs, Célia qui était en stage a fait des courbes de décroissance des polluants au fil du temps pour un petit peu essayer d'évaluer ça. Donc c'est vrai que
Le problème étant qu'on avait plusieurs types d'échantillons, donc on ne peut pas savoir quelle est la part de tel échantillon. Mais c'est vrai que tout à fait, ce serait intéressant. Pas tant pour le côté dépollution complètement au CO2, mais vraiment pour comprendre un petit peu quelle est la part de tel polluant. Et c'est un peu l'idée de travailler sur des poudres, sur des témoins en poudre, plutôt que sur des coupons solides, parce qu'on s'affranchit notamment des soucis de microstructure du métal au profit simple de la réactivité chimique. La surface de contact est bien plus importante. Tout à fait.